Bonjour à toutes et tous pour cette... on est la dernière de... Kevin, on est la dernière de la journée, je crois bien, pour, pour cette conférence de clôture du Salon Global Industrie sur le stand de la DGE. Je me présente, Thomas Cusson, je suis consultant indépendant au sein de la société Prism Advisory et je vais avoir la chance de modérer cette dernière table ronde sur la thématique Computer Vision et IA, quelle réalité en 2024. Pour m'accompagner, 3 speakers que je vais inviter à se présenter. Alors je suis désolé, vous avez un micro pour vous partager. Sofiane, je te laisse commencer. Bonjour à tous, du coup Sofiane Mechkoub, je suis Data et Data Science IA Director chez Capgemini Invent et je porte notamment toutes les offres autour de la valorisation des données visuelles sous toutes leurs formes. Voilà, et ravi d'être autour de vous aujourd'hui. Bonjour à tous, Daniel Longino, cofondateur et CEO de Visionary. Nous, on développe une plateforme d'intelligence artificielle pour automatiser le contrôle qualité visuelle dans le manufacturing. Et ravi. Bonjour, bonjour, Jean Césario, directeur produit d'Altea. J'ai pris le titre LinkedIn. Ouais. Rasé, du coup. Et donc à Altea, nous on est éditeur software, on va se rapprocher un peu de ça, donc on va utiliser des données visuelles pour fournir des indicateurs métiers à des gestionnaires d'infrastructures ou d'assets en extérieur surtout. Donc on reviendra là-dessus. Et enchanté d'être là. Merci beaucoup. Avant de rentrer trop dans le vif du sujet, Daniel, peut-être une première question. Computer Vision, intelligence artificielle, quelle différence fais-tu ? Ouais, alors c'est complètement au cœur de nos sujets aujourd'hui. Nous, on est dans la vision industrielle, donc où il y a beaucoup de computer vision vraiment standard qui est utilisé, où on va être vraiment sur des détections, des seuillages, des choses assez classiques. L'intelligence artificielle, contrairement à ça, va travailler vraiment sur de la donnée. Donc c'est vraiment la grosse différence, de la donnée qu'on va venir processer derrière pour venir apprendre des choses, faire des distinguos, par exemple, faire la différence entre une pièce bonne et une pièce mauvaise. Voilà, donc c'est simplement le processus qui est vraiment complètement différent. Ça revient à passer d'une organisation qui est basée sur des ingénieurs qui programment des applications de computer vision à une organisation qui est beaucoup plus organisée autour de la donnée. Voilà. Merci beaucoup. Alors justement, computer vision. On peut ou on a entendu tout et son contraire en ce qui concerne les cas d'usage possibles, qu'il suffit de prendre 3 photos pour automatiser le contrôle de n'importe quoi. Sofiane, peut-être pour commencer, une vision d'ensemble, quels sont les grands types de cas d'usage que tu vois appliqués aujourd'hui au computer vision dans l'industrie notamment? Alors, effectivement, on peut le définir de différentes manières. Nous, ce qu'on s'était dit pendant cette table ronde, on va plutôt d'abord focaliser notre attention sur la partie exploration, exploitation de ces données-là. On ne va pas forcément parler de la partie acquisition. Néanmoins, globalement, quand on parle computer vision, il y a globalement 3 grosses familles. Il y a tout ce qui est données satellitaires ou vues aériennes, globalement, drones, satellitaires ou autres. Donc, on va plutôt voir des objets, on va dire, macroscopiques, et on va appliquer de l'IA ou pas pour en extraire de l'information. L'échelle un peu d'en dessous, c'est ce que effectivement vous faites autour de la valorisation des données plutôt de caméras, de dispositifs un peu plus à échelle humaine, on va dire, à la taille humaine. Là encore, on va avoir un autre flux d'informations. Les informations peuvent être équivalentes, néanmoins les échelles sont beaucoup plus petites par rapport effectivement aux données visuelles aériennes. Et puis après, forcément, il y a le microscopique, donc on va adosser à des dispositifs très microscopique, de zoom très microscopique autour de la qualité de produits, de matériaux, etc. Et on va venir à ces images-là appliquer des techniques pour aller davantage en extraire de la connaissance et puis forcément valoriser ce contenu ultra fin, invisible à l'œil humain. Voilà. Merci beaucoup. Et Daniel, toi justement, si on fait un zoom dans l'usine, quel cas d'usage toi tu as dans l'usine, par exemple? Ouais, donc du coup, le cas d'usage relativement standard qu'on va pouvoir croiser, ça va être vraiment la détection de défauts. Par exemple, le contrôle d'état de surface, le contrôle de défauts sur un flacon, donc des rayures, des bavures, etc. C'est le cas vraiment assez standard et sur lequel souvent nos solutions d'IA vont se positionner. Et après, on va avoir plein d'autres cas qui vont être souvent liés au process. Par exemple, je peux donner l'exemple de
dans des cas qu'on peut avoir, on a un contrôle d'assemblage, donc différentes pièces qui sont assemblées, on met des vis, on va venir mettre telle référence de pièce sur l'assemblage, et on va venir vérifier en fait avec des caméras, avec de l'IA, que les choses sont bien mises dans le bon ordre, que la référence est bien la bonne, que les vis sont bien présentes. Voilà, c'est vraiment du contrôle process. On n'est pas sur du contrôle d'un défaut, d'une rayure, vraiment sur du contrôle process. Et ça, aujourd'hui, ça apporte énormément de valeur aux industriels parce qu'il faut imaginer que les tâches sont très répétitives, qu'il y a des opérateurs qui, toute la journée, passent leur vie à visser, à piocher dans une palette de peut-être 100 références différentes pour mettre la bonne finalement sur l'assemblage. S'ils se trompent, c'est toute la pièce qu'on jette derrière et des heures qui sont perdues. Donc c'est vraiment ce type de cas d'usage-là sur lesquels on va pouvoir se positionner et ils sont assez variés. Voilà. Et Jean, toi, ton côté, en extérieur, en dehors de l'usine? Alors, nous, on se place dans le cycle inspection-opération, c'est-à-dire à tout point de vue, voir ce qui se passe et à partir de là opérer. Donc, on va vers l'optimisation d'opération ou la maintenance prédictive. Donc, on réitère les cycles. Donc, in fine, ce qu'on cherche à faire, c'est connaître le changement, monitorer, le modéliser. Et donc, soit dans les cas où on a un changement attendu dans la construction d'un site industriel, d'une ferme solaire ou autre, et donc on va voir quelle est la vitesse, le niveau de la tendance d'évolution par rapport à ce qu'elle était espérée et pouvoir agir en fonction. Ou réciproquement, on va vouloir piloter le changement, c'est-à-dire regarder où les risques sont portés pour pouvoir agir et empêcher ce changement. Donc c'est ça à peu près qu'on fait globalement. Ok, donc si je résume bien, Jean, toi, c'est prendre des photos et l'IA doit regarder tout et partout. Et toi, Daniel, au contraire, si on prend des photos et c'est éviter les problèmes de persistance rétinienne qu'on peut avoir au bout de 8 heures à regarder des boulons. Justement, sur les différents cas d'usage, est-ce que vous pourriez nous faire un petit panorama des use cases que vous avez pu déployer et des grands gains qualitatifs ou quantitatifs que vous avez pu débloquer chez vos clients? Jean, comme tu as le micro. Je vais en donner quelques. Donc typiquement dans la maintenance prédictive, on va permettre à Enedis de mettre en place une vraie politique d'inspection de ces pylônes pour pouvoir améliorer la résilience du réseau et donc changer les politiques, typiquement changer d'un remplacement systématique et passer à un renforcement. On va avoir sur les sites industriels tels que les raffineries pouvoir flaguer des traces de rouille. Et en fait, il y en a partout. Et ce qui est important de voir, c'est là où ça bouge, parce que c'est là que ça porte le risque. Je dirais un dernier exemple, c'est encore dans les réseaux électriques, c'est voir l'évolution du risque porté par la végétation. Et donc connaître les tendances d'évolution et pouvoir intervenir pour réduire les coûts d'opération de l'ordre de 10%. On parle par exemple pour la France de budget annuel de centaines de millions d'euros qui sont portés par ça. Merci beaucoup. Daniel? Alors il y a beaucoup à dire, mais je peux prendre un peu 3 cas d'usage. Un cas d'usage un petit peu dans le contrôle cosmétique, donc là on va être typiquement contrôle de bidons en aluminium typiquement pour l'industrie packaging. Là ils avaient déjà une solution de vision, mais nous on est venu se plugger dessus parce que la variabilité qu'il y avait sur les images et la complexité du cas faisait qu'il fallait passer à la vitesse supérieure. Donc là, on a déployé notre IA non supervisée pour être capable de détecter certains défauts. Et en fait, on a drastiquement réduit le taux de fausse alarme, ce qui derrière permet de réduire le rebut. Donc ça, c'est un premier cas. On a également chez Toshiba, donc un client que je peux citer aujourd'hui, chez qui en fait, on vient faire du contrôle d'assemblage. Donc en fait, ils ont des petites références de puces qu'ils viennent souder sur une cartouche d'imprimante, c'est ce qu'ils produisent. Si l'opérateur se trompe, littéralement, ils jettent toute la pièce. Et en fait, ils sont passés en 2-3 ans de 10 références à 150 références, donc c'est juste énorme. Et en fait, on a fait un Pokai OK. Donc en fait, on vient vérifier que c'est la bonne référence qui est posée au bon endroit avant soudure. Et on bloque le processus de soudure si jamais c'est pas la bonne référence. Voilà. Et enfin, un dernier cas où il y a un ROI assez intéressant aussi, Chris, chez qui on vient détecter les numéros d'heure de fabrication en semi-transparence sur les verres et ça permet de réassocier d'éventuels verres qui pourraient être mélangés et qui seraient jetés à la poubelle sinon et qui pourraient causer bien entendu des pertes au niveau des coûts mais également de délai derrière. Voilà. Et pour les industriels, le triptyque coût, qualité, délai, c'est juste extrêmement important. Donc être capable de justement d'adresser ces différents piliers, c'est juste crucial. Voilà. Pour finir.
Chez Capgemini, comme on a une diversité de clients, du coup on a la chance de voir tout le panel que je décrivais tout à l'heure de cas d'usage. Je vais essayer de donner au moins un exemple sur chaque, comme ça au moins vous avez une idée aussi de ce qu'on fait. Typiquement sur la partie, comment dire, vue aérienne, on aide notamment un acteur minier à respecter ses engagements environnementaux et notamment dans la réhabilitation de sites où il passe en gros pour la mine passe et du coup tout est défriché, tout est rasé. Avant ça, nous on envoie des drones, on mappe la végétation et puis derrière, une fois que la mine est passée, ils ont un devoir de réhabilitation et on se sert justement du même process pour aller suivre le reboisement, le fait qu'ils remettent en l'état quelque part ce qu'ils ont défriché. Donc l'aspect le gain direct et immédiat, c'est effectivement environnemental, hein, c'est purement sustainable by design. Et il y a quand même un gain financier puisque globalement, ils ont aussi des engagements vis-à-vis des États où ils exploitent ces concessions. Et donc, ça leur évite d'être dans des cas où ils ne respectent pas complètement les niveaux de réhabilitation sur lesquels ils s'engagent. Donc ça, c'est un premier cas d'usage vraiment sur la vision aérienne. Sur la vision plutôt un peu industrielle, un peu comme ce que tu expliquais. Alors, nous, on ne produit pas forcément effectivement de hardware. Hein. Je ne sais pas si c'est votre cas. Nous, on est plutôt sur la partie software. Là encore, on est sur une ligne de production pour de la cosmétique pour aller chercher les défauts sur une ligne des bouteilles. C'est une embouteilleuse à plus de 10 000 bouteilles heure. Donc forcément, tout incident sur la chaîne va bloquer la chaîne pendant un moment. Ça se renverse, etc. Et donc nous, on a implémenté une solution d'IA plus un tout petit peu d'engineering quand même pour justement rebuter dans notre cas des bouteilles qui peuvent produire des arrêts machines qui sont juste monstrueux pour les utilisateurs. Et puis le dernier, pour illustrer un petit peu la partie microscopique, parce que c'est celle finalement auquel on ne pense pas forcément naturellement, on valorise des données d'analyse de laboratoire pour un métallurgiste pour s'assurer que finalement les densités, etc., des métaux qui sont produits sur des échantillons respectent globalement les consignes de leurs clients ou le cahier des charges de leurs clients. Et donc on s'appuie sur le computer vision pour analyser les inclusions, pour analyser des rayures anormales, etc. Voilà à peu près 3 cas d'usage que je pouvais citer. Merci beaucoup. Question suivante, les data, parce que sur la computer vision, il en faut un petit peu, au moins. Comment est-ce que vous y prenez en ce qui concerne la question des data et leur appréhension? Peut-être Daniel, pour commencer, on va faire du moins gourmand au plus gourmand. Ouais, ça marche. Alors, déjà pour l'introduction, on fait de l'IA, donc de la donnée, donc il faut des data, et les data c'est au pluriel, ça marche pas, il ne faut pas une image pour entraîner, il en faut quand même plusieurs, ça c'est hyper important. Nous, comment on s'y prend? On a un problème dans l'industrie qui est assez simple, qui est de dire qu'une usine, si elle fonctionne bien, a priori, elle produit très peu de défauts. Donc si on veut détecter des défauts, on ne va pas forcément dans tous les cas pouvoir se permettre de récolter des centaines de milliers d'images de rayures, de bavures, etc. etc. Donc nous en 2020 en fait on a assez vite compris le problème. Hein. On a essayé de déployer ce qu'on appelle de l'IA supervisée, donc en apprenant les différents types de défauts. Ça fonctionnait mais c'était pas robuste à l'apparition de nouveaux défauts, ça prenait beaucoup de temps, etc. etc. Ce qu'on a fait du coup, c'est qu'on s'est rapproché du CNRS et de l'ENS pour concevoir une intelligence artificielle dite non supervisée. Alors c'est pas complètement non supervisé, mais l'idée c'est qu'on va apprendre uniquement sur des données qui sont conformes. Et ça va nous permettre déjà de récolter de la donnée qui est accessible. Ça c'est super important. Et en faisant beaucoup d'efforts et en travaillant beaucoup, on a réussi quand même aussi à réduire cette quantité de données. Donc à partir de 30, 50 images, on peut commencer à avoir un modèle qui fait sens et qui peut apporter de la valeur, qui peut apporter une valeur opérationnelle. Et derrière, ce qu'on va détecter, du coup, c'est des anomalies. Donc tous les types de défauts, même nouveaux, et tout ça en apprenant uniquement sur des images à la base qui sont bonnes. Donc voilà la stratégie que nous, en tout cas, on a choisi. Après, sur les données de manière générale, c'est vraiment quelque chose, c'est une stratégie qu'on travaille avec l'industriel dès le départ pour essayer de trouver les moyens de la récolter facilement et vraiment former, éduquer les équipes à s'organiser autour de la donnée. Voilà. Merci beaucoup. Jean, toi, de ton côté, malheureusement, tu n'auras peut-être pas des données standardisées sur une ligne de production en extérieur. Donc, comment vous y prenez?
Déjà, on a des problématiques, j'ai l'impression, très connexes. Mais oui, nous, on a un modèle où en fait, c'est un peu venez comme vous êtes, hein, amenez votre propre donnée. Euh, et en plus, on a ce problème aussi d'acculturation, c'est que encore maintenant, l'IA, ça doit être magique et ça doit tout résoudre. Bon. Ceci étant dit, donc l'objectif, c'est de restreindre le problème client à sa quintessence. Qu'est-ce qu'on cherche à faire? Est-ce qu'on cherche à répondre vite? Est-ce qu'on cherche à être exhaustif? Est-ce qu'on cherche à avoir des tendances plutôt? Et face à ça, regarder les données qui sont dispo pour générer de la victoire rapide. Donc avoir des premiers déploiements, quitte à réduire le scope. On parlait de défauts. Le premier truc, c'est avoir un outil qui permet de lever la main s'il y a un problème. Et juste dire il y a un problème et permettre à l'utilisateur de le qualifier, c'est quelque chose. Et après, on va essayer si les exigences ou le budget, les deux, sont plus fortes, on va potentiellement enrichir, nous dans notre cas, le dataset avec de la donnée synthétique qu'on va générer nous-mêmes. Mais c'est vraiment fait de manière opportunistique et c'est là que on travaille sur un cas d'usage client spécifique. Sur la donnée synthétique, tu auras un exemple de comment vous y êtes pris sur un exemple? Alors, on a fait ça par exemple pour un projet européen pour détecter des défauts dans des ponts. Et l'idée, c'est de dire, ça peut être hyper varié, donc en gros, je veux générer une versatilité très forte. Donc en gros, on a utilisé des logiciels 3D qui ont reproduit des ponts, on a reproduit des types de défauts, et on a simulé des approches de collection de données, de manière à avoir de la donnée qui est déjà générée, qui est similaire à celle qui aurait été captée, et sur laquelle l'annotation est déjà faite, de manière à pouvoir faciliter tout le pipeline d'entraînement. Et je dirais que nous, c'est un peu plus simple que ce que vous faites, et donc nous, notre question, c'est plus travailler sur le cocktail de données d'apprentissage pour avoir le plus haut niveau de performance, en fait. Merci beaucoup. Données, mais il faut des caméras et des systèmes de captation. Sofiane, qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus? Alors, effectivement, nous, Capgemini Invent, que je représente ici, on est plutôt très software. Le groupe Capgemini en sens large, effectivement, il y a une branche engineering qui a la capacité justement de designer, de réfléchir à quel est le meilleur dispositif quand les problématiques sont très spécifiques. C'est-à-dire qu'on va s'appuyer sur un réseau de partenaires quand on va traiter des sujets plutôt connus, communs, que nos partenaires savent résoudre en termes d'instrumentation, etc. Et puis, on va avoir cette capacité à aller faire du design spécifique parce que la problématique est très particulière. Il n'y a pas aujourd'hui sur le marché une solution dédiée. Et donc, on va réfléchir l'illumination, réfléchir la techno, l'ensemble de la chaîne de valeur pour aller récupérer cette donnée, la ramener dans un cloud ou en local, enfin, toute la chaîne bout en bout. On a justement ce genre de compétences chez nous. Et après, d'un point de vue, une fois qu'on a designé le prototype, il est mis en industrialisation. Ce n'est pas forcément nous effectivement qui faisons, mais on engage pareil avec des partenaires un déploiement massif sur ces sujets. Et sur le hardware du coup spécifiquement, aujourd'hui, on va dire en gros, est-ce qu'il n'y a que les caméras du spectre visible qui répondent aux besoins de computer vision? Parce que souvent en fait, le client va expliquer avec ses mots comment lui il regarde et comment lui il fait l'analyse, mais est-ce que des fois il n'y a pas des autres stratégies qui permettent d'arriver à des résultats qui sont aussi bons, voire meilleurs? Alors c'est une très bonne question, effectivement. On a tendance à entendre computer vision et faire une confusion assez simple qui est que la computer vision égale photo que je vois, visible, etc. Sauf que la computer vision, c'est une science dans laquelle on va aller chercher ce qu'on appelle des bandes de fréquences, hein, globalement. C'est tout le spectre de lumière que vous pouvez avoir, enfin de colorimétrie que vous pouvez avoir. Et en particulier, typiquement, on fait des cartes de chaleur, donc des caméras thermiques pour pouvoir voir derrière les murs, hein, si je fais très simple. On va pouvoir faire peut-être aussi des capteurs qui ne sont pas du tout dédiés pour de la vision à la base, que nous, on va utiliser cette information-là pour construire justement des espèces d'images. C'est le cas, par exemple, pour l'ultrason. On va envoyer plusieurs ondes d'ultrason, on va reconstituer ça, et puis après, on aura une notion de déformation qui est une image, et on va lui appliquer toute la palette d'outils de traitement d'image qu'on peut avoir. Merci beaucoup.
Maintenant, une autre problématique qu'on rencontre assez vite sur la computer vision, alors sur l'IA, mais plus particulièrement sur la computer vision, je dirais il y a deux choses. Le client qui veut 100% d'accuracy tout de suite maintenant, et la question de la robustesse, indépendamment du chiffre de 100%. Peut-être Daniel pour commencer. Bon, sur le chiffre de 100%, je te laisse commencer à répondre là-dessus. Et après, sur la question de la robustesse, comment est-ce que vous gérez ça? Ouais. Le 100%, c'est une question assez épineuse, on va dire. Nous, quand on va chez un client, on nous dit bah, écoutez, moi je veux mettre de l'IA pour automatiser ma ligne de production, je veux 100%. La première chose qu'on fait, c'est un peu déconstruire ce rêve, qui est un rêve. Un détecteur ne fait pas 100%, il va peut-être faire 80%, il va s'en approcher, on va essayer, on va tout faire pour qu'il s'en approche, il ne fera pas 100% et surtout avec de l'IA. Donc en fait là-dessus, on va avoir différentes stratégies pour atteindre ces 100% là. On fonctionne de manière itérative. C'est-à-dire très concrètement, on peut commencer avec un premier jeu d'image qui va peut-être atteindre 95%. Déjà à ce moment-là, on se pose des premières questions. C'est-à-dire, est-ce que les 95% apportent déjà une certaine valeur? Parfois, c'est le cas. Tout simplement, je vous donne un exemple. On peut imaginer qu'aujourd'hui, il trie 100% des pièces. Si on est capable de catégoriser 95% des pièces et qu'il retrie 5% des pièces, bah, il gagne quand même beaucoup de temps. Donc, il y a déjà de la valeur à aller chercher. Parfois, cette valeur, on ne peut pas aller la chercher. Dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir une zone de doute sur le logiciel qui va permettre effectivement de faire ce retri. Et dans cette zone de doute, on va venir remonter les images douteuses au niveau de notre plateforme d'IA pour réentraîner les modèles et les améliorer au fil du temps. C'est vraiment les stratégies qu'on va avoir. Après, en termes de robustesse, et c'est là, enfin, ça rejoint plus ou moins le premier point, pour qu'un modèle d'IA soit robuste, il faut travailler en permanence sur les données. C'est la grande différence de l'IA par rapport notamment à la vision traditionnelle où en fait on va juste régler des seuils. Et une fois que les seuils sont réglés, entre guillemets, si on ne touche plus au système, tout va bien. L'IA, en fait, il va falloir travailler sur la donnée sur le long cours. Il va falloir regarder si elle varie, si elle dévie, s'il y a des choses qui se changent, etc. Et pour ça, c'est extrêmement important d'avoir une architecture qui permet de travailler sur ces données. C'est pour ça que nous, on a une architecture cloud et edge. C'est-à-dire qu'on va faire l'inférence, la détection au niveau d'un PC industriel, au niveau de la ligne. Par contre, les données, elles ont la capacité de remonter sur la plateforme pour qu'elles puissent être retraitées, réorganisées et du coup réentraînées. Et donc, pour garantir finalement la robustesse sur le long terme et même améliorer la solution en continu. Voilà. Jean, de ton côté, comment est-ce que vous gérez ce problème de robustification avec notamment des vecteurs de capture qui peuvent être du drone, du satellite, de l'humain pédestre, avec un caméra, un téléphone, enfin, comment est-ce que vous robustifiez tout ça? C'est dur. Mais ouais, il y a déjà pas mal d'éléments qui ont été mis en place, mais je dirais plusieurs choses. Déjà, dans le travail des datasets d'entraînement, essayer d'être le plus représentatif possible de la versatilité de ce qui va être rencontré, c'est-à-dire aussi bien du schéma d'acquisition que des environnements qui vont être observés. Le deuxième élément, ça va être aussi formaliser, simplifier les attentes métiers, c'est-à-dire qu'on va avoir souvent des référentiels du client qui vont être liés à ces modes d'opération et qui auront aucun sens au niveau image. Typiquement, on a eu un cas où on montrait une image à 3 experts différents et il y avait 3 types de défauts différents qui étaient relevés. Bon, voilà. Donc là, on peut apprendre tout ce qu'on veut, ça ne marchera pas. Et le dernier point, oui, c'est un peu lié à ce que vous faites aussi. Nous, on utilise la mesure des performances déjà. Donc, en fait, amener dans le logiciel une valeur ajoutée en disant c'est de l'inspection et donc il y a besoin d'un enrichissement. L'expert, il vient dire s'il y a ce défaut, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit réparer, changer? Qu'est-ce qu'on doit faire comme opération? Et donc, c'est plus acceptable de corriger une mauvaise détection à ce moment-là. Et le deuxième point aussi, c'est qu'on va, pour un échantillonnage, nous vérifier nos classes, nos performances d'IA. C'est-à-dire qu'on va remettre de la réalité terrain en permanence pour redéclencher des apprentissages. Ça a deux vertus. C'est déjà mesurer qu'il n'y a pas de dérive, et s'il y en a, réapprendre. Mais ça va aussi, sur les défauts qui arrivent moins souvent, être en capacité de les entraîner et donc avoir de l'automatisation à ce niveau-là, quoi. Il y a aussi un petit point qui moi m'avait marqué chez un client, c'était les datasets d'entraînement. Typiquement, on entraîne un dataset en extérieur. Alors en usine, ça s'y prête moins, quoique on peut l'avoir aussi.
Dans le sud de la France, bon, très bien. Et après, on prend le modèle qui est entraîné dans le sud de la France et on le passe dans le nord de la France. Et le modèle découvre un truc qu'il n'a jamais vu, à savoir de la neige. Et là, tout d'un coup, il ne sait plus comment faire parce qu'il n'a jamais vu de neige. Donc, du coup, avoir ça en tête en usine, je l'ai vu aussi sur... Il y a un modèle qui découvre les cycles de nuit. Parce qu'il est entraîné que sur des cycles de jour. Et à un moment, on décide de passer en 3/8 et il découvre la nuit. Et donc, il est plus habitué à ces conditions d'éclairage. Dernière question. Donc, maintenant qu'on fait l'IA en 2 jours et à 100%, justement, en combien de temps on arrive à déployer aujourd'hui? Quelles sont les différentes étapes et quel temps sur les différentes approches et sujets que vous avez? En combien de temps est-ce qu'on passe de « tiens, j'ai une idée » à « c'est bon, c'est déployé à l'échelle et ça marche » ? Alors les temporalités, de toute façon, donc nous on parle avec des grandes sociétés, des grands gestionnaires de réseaux ou d'assets industriels, et donc je dirais qu'il y a toujours un POC qui est un peu l'apéritif, qui dure quelques mois et qui permet de montrer la capacité technique. C'est-à-dire, la donnée est traitable et j'arrive à automatiser un flux d'inspection. Ensuite, il y a le premier déploiement, c'est-à-dire atteindre un MVP utilisable à large échelle, ou en tout cas sur une fraction assez représentative de l'organisation. Et là, on est plutôt sur 5-6 mois parce qu'il y a une conduite de changement. On est vraiment dans une démarche transformative. Voilà. Et ensuite, il y a le dernier point. Alors là, c'est la fête, mais bon, c'est entre quelques mois et 1 an. C'est l'intégration. C'est devenir une nouvelle brique IT d'un parc applicatif et donc s'intégrer à l'ERP, au CMMS, à la BI, bref, à tous ces éléments qui font qu'on devient une pièce incontournable et intégrée à ce niveau-là. Merci beaucoup. Sofiane, peut-être de ton point de vue, selon la maturité des clients? Tout à fait. Alors, je partage tout à fait ce qui a été dit et en général, on fait ça en agile et on fait ça de la même manière parce qu'il faut absolument qu'on ait des gates et qu'on se dise tout ce qu'on déploie comme effort, c'est parce qu'on a déjà perçu un bout de la valeur et on va aller chercher le complément qui manque. Parce qu'on va maturer la solution, parce qu'on va travailler l'algorithmie, etc. Et après, tout dépend de la maturité. C'est-à-dire qu'il y a des gens avec qui on pourra faire ça assez simplement parce qu'ils ont de la donnée, ils ont une capacité à faire. Et puis, dans certains cas, effectivement, on n'a absolument pas de données. Il y a une idée, il y a de la valeur métier et donc on veut y aller. Nous, de notre côté, ce qu'on sait faire, et ça, je trouve ça quand même assez différenciant, puisqu'on va venir imaginer un setup d'acquisition d'images, le lancer pendant un laps de temps pour se faire une acquisition. Ça dépend des process, bien évidemment, mais on va dire que c'est des process plutôt rapides. Et donc, on va faire une expérimentation, on collecte la donnée, on fait la preuve que l'IA ou le traitement d'image, ça peut être juste du traitement d'image simple, marche. Et après ça, effectivement, le vrai projet est planifié par la suite avec des cycles qui sont beaucoup plus longs que ceux que tu évoquais juste à l'instant, parce qu'il faut réfléchir tout du sol au plafond globalement, l'infrastructure, l'ingestion, la plateforme qui va avec, etc. etc. Et l'IA, du coup, devient une brique parmi les N briques du projet. Et au final, souvent, en fait, ce que le client va avoir en tête, c'est que l'IA, c'est la partie compliquée. Mais en fait, non, ça va être le change ou ça va être la data. L'opérationnalisation est juste claire. Daniel, de ton point de vue, justement, quels sont les grands freins ou les points qui permettent d'aller moins vite ou plus vite, justement, sur les déploiements de solutions de computer vision aujourd'hui, c'est des clients? Complètement. Je rejoins effectivement mes deux confrères. On a nous aussi 3 étapes. Donc une première étape, on travaille déjà un peu sur de la donnée pour faire des premiers tests de l'IA. Si on débloque ça, on passe sur un deuxième palier qui sont des tests opérationnels. Donc on connecte notre logiciel sur une caméra au niveau de la ligne et on voit si ça tourne bien, mais on n'est pas encore connecté sur la ligne, on ne rejette pas les pièces. Et la dernière étape, c'est le rejet. Et pour vous donner une idée déjà des temps, en général, les premiers tests en 1 ou 2 semaines, enfin même ça peut se compter en jours ou en heures, en fonction de la réactivité, ça va assez vite. Le déploiement opérationnel, c'est souvent 1 ou 2 mois, et le déploiement vraiment sur une ligne de production, ça peut facilement aller sur du 6 mois. Voilà. Les freins, ils sont multiples. Je dirais qu'à partir du moment déjà où on travaille avec une organisation qui sait qu'on travaille sur de la donnée, sur l'IA, et qui est mature là-dessus, on peut avancer super vite. Parce que à chaque fois qu'on franchit un step,
même si c'est pas parfait, on est capable d'expliquer pourquoi c'est pas parfait, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'il faut aller chercher, comment on va le chercher. Et quand on a des personnes motrices à l'intérieur de l'organisation sur comment on va chercher cette donnée, comment on va la récolter, etc., ça peut aller vraiment très vite. Donc déjà, je pense que l'un des freins, ce serait vraiment ça, c'est à quel point l'organisation est mature sur les données et sur sa compréhension de l'impact de ces données sur la performance de l'IA. Voilà, je pense que c'est un des principaux freins. Après, nous, plus spécifiquement, on est dans l'industrie, ligne de production, etc. Le gros frein qu'on va avoir, ça va être vraiment l'intégration derrière mécanique, etc. C'est quelque chose qui peut prendre du temps. C'est pas forcément quelque chose d'insurmontable, mais voilà, il faut positionner une caméra qui doit se situer au niveau de la ligne. On est, je sais pas, dans l'agroalimentaire. Il faut que la caméra soit située à 1 mètre, il ne faut pas qu'il y ait de verre, il faut du coup l'isoler, il faut tirer un câble de 15 mètres vers une armoire électrique. C'est tout ça qui peut faire qu'à la fin, le projet qui tourne sur une ligne et qui apporte vraiment un résultat opérationnel avec un ROI peut prendre un peu de temps. Mais ça, il faut être assez à l'aise avec ça parce que bon, de toute façon, ça finira par payer. On n'a rien sans rien. Voilà, on n'a rien sans rien, exactement. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Peut-être une question de l'audience? Vous vouliez poser une question? Du coup, moi j'avais juste une petite question par rapport à tout ce que vous avez mentionné, les différents cas d'usage, les freins, les bénéfices. Est-ce que vous avez une vision un peu de s'il y a beaucoup d'entreprises en France finalement qui utilisent la computer vision et l'IA, s'il y en a beaucoup, pas beaucoup, est-ce que c'est plutôt des grandes entreprises, des petites entreprises? Et peut-être aussi un élément de comparaison, est-ce que par rapport à l'étranger, est-ce que l'industrie française finalement utilise plus que d'autres pays, ou est-ce qu'on est plutôt en avance? Est-ce que vous avez un peu des idées là-dessus? Déjà, au niveau de l'utilisation de l'IA, moi ce que je vois et qui est assez clair, c'est qu'effectivement, plus on remonte vers la taille d'entreprise et plus l'IA est utilisée. Au niveau des PME, on ne sait pas encore trop ce que c'est. ETI, on sait ce que c'est, on veut essayer, mais on n'y est pas forcément encore. Grand groupe, on y est déjà. On a parfois même un peu de maturité et on va même parfois venir nous challenger nous vers qu'est-ce que vous savez faire de nouveau, voilà, et de mieux. Après, pour le deuxième aspect qui est plus international, je laisserai mes collègues répondre. Nous, on est déployé à l'international, mais pas encore suffisamment pour pouvoir vraiment témoigner. Maintenant, je sens quand même qu'effectivement, en France, on n'est pas forcément les plus avancés. L'Allemagne ne sont pas mauvais, etc. Donc, il y a des pays qui, effectivement, tirent peut-être un petit peu plus vers l'avant. Maintenant, voilà, je me permettrai de laisser la parole à mes collègues là-dessus. Alors, sur l'international, je vais botter en touche aussi. Je pense que c'est équivalent parce que globalement, alors si je prends mon cas, moi, quand j'interviens chez des clients, souvent ça va être des grands groupes et une fois qu'on a mis le prototype quelque part, on nous appelle pour le répliquer ailleurs, souvent à l'étranger. Donc, je ne sais pas ce que ça compte pour dire que c'est à peu près pareil partout, mais voilà, j'aurais tendance à dire qu'on est à peu près équivalent, au moins sur les pays, on va dire, industrialisés. Sur les sujets de la maturité, moi je pense que aujourd'hui, l'IA est quand même assez utilisée et suffisamment mature dans les grandes organisations à minima. Moi j'ai un chiffre qui m'a marqué. Il y a peut-être 6 ans, sur 3-4 projets vision, pas forcément avec de l'IA, il y en a un seul peut-être qui va aller en production et qui va être utilisé. Souvent, ça va être cool au début, on va faire des tests, et puis dès qu'on va évoquer les aspects d'archi, de coûts, etc., souvent ça bloque. Aujourd'hui, peut-être aussi grâce au fait qu'on ait beaucoup plus de moyens, on ait beaucoup de développement d'un point de vue hardware, ce qu'on voit, c'est que très rarement on va faire du POC. On va plutôt faire des solutions bout en bout dans l'idée. Voilà. Je pense qu'on est plutôt dans une maturité un peu plus avancée. Pour apporter un élément complémentaire sur l'internationalisation, je dirais il y a 2 points. Alors, pas tellement en extérieur, mais dans les usines, oui. Le droit du travail.
Quand on met des caméras, pour peu que ces caméras soient positionnées un petit peu loin, un petit peu haut, qu'on ait des gens qui passent à travers, etc., le RGPD rentre en jeu et du coup ça devient une horreur à mettre en place, sans parler des discussions avec les syndicats qui doivent avoir lieu, etc. Donc le droit du travail français est très conservateur là-dessus, très compliqué. Là où, alors je vais prendre un autre pays où je vais volontairement forcer un peu le trait, mais les États-Unis ou le Mexique, même l'Espagne des fois, c'est beaucoup plus simple d'aller déployer ce genre de choses en usine. Premier élément de réponse. Maintenant, sur le besoin et l'enjeu, pour moi, dans les pays industrialisés, France, Allemagne, ce genre de choses, on a une population d'experts qui est vieillissant dans les industries. Il y a des grosses vagues de départ là, qui sont en train d'avoir lieu. On voit la plupart des gros industriels qui sont en train de lancer des énormes plans de recrutement pour justement essayer de remplacer, sachant que les jeunes ne veulent plus forcément travailler dans l'industrie, surtout pas pour les regarder des roulements à billes, passer toute la journée et dire OK KO, OK KO, OK KO. Et il y a aussi un enjeu aussi d'amélioration de performance, je dirais, parce que moi, ce que je réponds souvent quand je discute avec des clients qui me disent on veut du 100%, je dis OK, vous avez combien aujourd'hui? Ils me disent je sais pas. Je dis bah voilà. Donc avant de demander 100%, déjà c'est d'où est-ce que tu pars, et en général ils partent à 70 ou 80%. Donc il y a aussi ce point-là. Donc je dirais la France, on n'est peut-être pas les derniers, mais on va être l'un des plus demandeurs avec les aspects code du travail qui vont demander un peu de travail là-dessus, mais aussi les départs en retraite avec des gens qui ne vont pas forcément être remplacés, là où il y a des pays où la main-d'œuvre est beaucoup moins chère et où on ne va peut-être pas forcément aller investir dans le système. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question? D'abord, merci beaucoup pour cette table ronde, c'était vraiment très 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 intéressant. Moi j'ai une petite question concernant un peu le futur de Computer Vision. Notamment, c'est quoi un peu les futurs cas d'usage que vous pensez vous allez voir apparaître dans l'industrie? Par exemple, quelque chose que pour l'instant est encore en R&D où ça fonctionne en théorie, mais l'équipement où il y en a d'autres francs qui ne permettent pas le voir installé. Notamment, moi je pense à l'IA générative déjà. Est-ce que, tout court, l'IA générative en computer vision est utilisée à l'industrie et sinon, quels autres cas d'usage vous allez voir, on va voir bientôt? Donc nous, dans notre domaine, où on permet d'avoir une connaissance fine, disons, on relie le centimétrique les centimètres aux centaines ou aux milliers de kilomètres. L'idée, c'est de dire que ce qui va arriver déjà, c'est il y a une baisse drastique du coût d'acquisition de la donnée visuelle. C'est-à-dire, en gros, un lidar, ça coûtait 50 000 €. Maintenant, il y en a dans toutes les voitures, il y en a dans les iPhones ou quoi. Donc, l'idée, c'est de dire que finalement, à tout moment, un opérateur sur le terrain sera un petit collecteur de données. Et donc, on aura une vision beaucoup plus fine, beaucoup plus précise à tout moment des états des infrastructures. Ça, plus le fait de matcher ces données à des données plus business. Donc, dans les réseaux électriques, l'incidentalité, la consommation par ligne, donc en gros, combien de clients sont connectés, fait qu'on va atteindre une optimisation des opérations. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas faire mieux une fois la logique transformative engagée. Donc ça, c'est plus quelque chose que voilà. Et ensuite, la dernière, sur la GenAI, moi, ce que je sens, c'est plus un accès simplifié à une question. C'est-à-dire, finalement, je regarde une carte, elle est codée. C'est-à-dire, en gros, j'ai des légendes, j'ai des pays qui sont signifiés ou quoi. Finalement, on peut imaginer que si j'ai une question particulière, vu que mes tempêtes, elles augmentent, qu'est-ce qui se passe si je change la distance de sécurité de ça à ça? Et en temps réel, cette carte, elle pourrait être mise à jour grâce à la GenAI qui interpréterait et qui lancerait ça dans les requêtes. Donc c'est ça plutôt, moi, nous, ce qu'on voit à ce niveau-là, dans les 5 à 10 ans. Ouais, moi je crois beaucoup aussi à la collaboration. Dans une usine, il y a plusieurs points de contrôle, il y a différentes occurrences, etc. Je crois beaucoup dans le fait de pouvoir vraiment améliorer l'IA au fil du temps et avec les interactions des humains qui se trouvent finalement autour. On travaille beaucoup autour de ça, autour du online learning, le fait de vraiment mettre à jour finalement les réseaux de neurones de manière itérative et incrémentale. Presque finalement en temps réel, sans avoir à se dire ok, on a un dataset, on remonte des données, on regarde ce dataset, on réentraîne ce dataset. L'idée c'est d'avoir des choses qui sont un peu plus proches finalement de la réalité opérationnelle et qui la suivent. C'est extrêmement important pour apporter de la performance. Voilà.
Après, sur les cas d'usage, moi je vais parler par rapport au secteur que je connais bien, mais typiquement dans l'additive manufacturing, il y a plein de choses qui bougent aujourd'hui. L'additive, si elle veut pouvoir vraiment continuer à grossir et aller attaquer de la moyenne et de la grande série, il va falloir commencer vraiment à mettre du contrôle. Il y a plein de monde qui font beaucoup de recherches autour de ça en ce moment, et je pense qu'il y a des choses qui vont sortir. Nous-mêmes, on essaye de s'y intéresser un petit peu, mais il y a vraiment des choses. Voilà. Je vais rajouter peut-être 2 points et je suis d'accord avec la partie simulation et d'ailleurs pour moi c'est un des sujets. Alors, pas que pour l'image, mais enfin pour la vision, mais la vision on est un des axes où la simulation va être clé. Typiquement sur de l'imagerie satellitaire pour monitorer admettons les forêts. Aujourd'hui il y a des sujets de sustainability pour savoir à quel point nos forêts vont se dégrader. Si on prend plus 5 degrés demain, qu'est-ce qui se passe? Ces aspects-là, je pense qu'il y a une notion de simulation et de multimodalité pour avoir des jumeaux numériques de la forêt dans laquelle la vision tient un rôle principal, essentiel, pour savoir comment ça va progresser demain. Et d'ailleurs, l'ESA même a publié récemment un appel d'offres sur ce sujet-là de jumeaux numériques des forêts, de l'agriculture, etc. etc. Le deuxième volant, c'était sur l'IA générative. On a déjà commencé un peu à jouer avec notamment les modèles de diffusion, etc. pour se dire pourquoi on met à chaque fois comme bloqueur le fait que j'ai suffisamment de données pour pouvoir apprendre en mon IA et pour pouvoir engager de la valeur ou dégager de la valeur des cas d'usage. Donc on peut très bien se dire que sur certaines problématiques, l'IA générative, si elle est suffisamment robuste, peut-être pas aujourd'hui encore, mais en tout cas elle pourra accélérer les cycles de développement et la maturité des modèles qu'on peut livrer in fine. Et la multimodalité, je reviens dessus parce que pour moi, c'est un sujet ultra important. Aujourd'hui, on va beaucoup travailler sur une source d'information. Demain, sur la vision, typiquement, ce qu'on a fait pour un des acteurs, on va dire, voilà, il produit de l'oxygène, etc. Je pense que vous le reconnaîtrez. Il y a un sujet de supply très très important pour eux. Ils ont des bouteilles, ils émettent des bouteilles avec un flux ultra tendu, une supply chain plutôt tendue. Et la seule chose qu'il nous a demandé de dire, c'est globalement compter les bouteilles dans les camions et puis après les suivre le long des trajets. Donc on a fusionné pour ça de la donnée satellitaire GPS et de la donnée de portique. Finalement, quand le camion y passe, on compte les bouteilles, on les classifie, et on est capable comme ça d'augmenter les opérations de supply chain sans avoir à se poser la question à chaque fois est-ce qu'ils ont bien déposé la bonne bouteille au bon client, etc. Donc je pense que ça va de plus en plus devenir une réalité parce que les architectures techniques IA le permettent de plus en plus. Et la conclusion que je ferai, c'est, de mon point de vue, pour être passé chez un certain nombre de clients, aujourd'hui, c'est pas tellement quelle nouvelle technologie d'IA il faut inventer ou quel nouveau truc. En fait, le sujet, c'est plus de déployer. On n'en est pas encore. Voilà, on n'est pas sur un blocage technique ou technologique. On est sur un blocage business. On est sur un blocage psychologique, on est sur un blocage lié à des problématiques d'investissement, d'innovation. Je reviendrai juste sur le code du travail en France avec une problématique que j'expose. On parlait des datasets sur la conférence précédente. À ma connaissance, nous n'avons pas, en open source, en France ou dans le monde, un algorithme simple qui permettrait d'être déployé pour faire du face blurring. Et ça, c'est un vrai problème parce qu'en France, du coup, RGPD, on n'a pas le droit de prendre de photos avec la tête des gens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et j'en ai déjà vu beaucoup, des cas d'usage super intéressants, etc., mais où les équipes vont devoir, dans le use case, rajouter un use case entier de face blurring avec les problèmes de diversité. Les datasets qui existent, c'est des hommes blancs, cis, voilà. Donc un énorme problème de diversité au niveau des datasets publics existe. Et voilà, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et il y a un vrai enjeu là-dessus. Donc si la France, comme n'importe quel pays, veut faire un exercice qui aidera toutes les startups, je pense, du monde et tous les grands groupes, c'est à minima créer un dataset, au mieux créer un algorithme open source de face blurring qui est relativement robuste pour faciliter l'accélération des use cases. Voilà. Et du coup, je pense que ça marque la fin de la dernière conférence de ce Salon Global de l'Industrie édition 2024. Je tiens à remercier la DGE pour l'organisation et on vous donne rendez-vous l'an prochain.